Nous sommes à Blanquefort, c'est le sommet de la conscience et j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Morisson qui va présenter son nouveau livre et qui va nous faire une conférence. Sur quel bonjour d'abord. Bonjour Philippe. Sur quel thème tu vas aborder ta conférence? Eh bien, j'ai proposé de parler de la conscience, non pas de la confiance, mais ça se rejoint, entre science et spiritualité. C'est-à-dire que dit la science, que dit la philosophie et que disent les spiritualités. Donc c'est des allers-retours que je fais entre ces trois domaines de connaissances. Alors on te considère, souvent j'ai lu qu'on te considérait comme un journaliste scientifique. Est-ce que tu te considères comme un journaliste scientifique? Ben, disons que oui, puisque j'ai fait des études de sciences à la base, hein, pour être prof, c'était mon idée de faire les concours de prof. Et puis j'ai bifurqué vers le journalisme en refaisant un cursus universitaire en journalisme scientifique. Donc oui, on peut dire que je suis journaliste scientifique. Ouais. Mhm. Alors tu as un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et il y en a un autre même qui va sortir plus tard, mais Ouais. on en parlera à la fin de l'émission si tu veux bien. Euh, Quel est le sujet de ce livre? Tu l'as créé avec Romuald Le Terrier? Alors le tout dernier, Pas le c'est dernier. un Ouais. livre qu'on a sorti avec Antoine Sénan, Ouais. qui est neurologue, qui s'appelle Comment l'esprit agit sur la matière. Et le précédent, effectivement, c'est avec Romuald, qui s'appelait Tout est relié. On a fait 3 livres déjà avec Romuald, et un quatrième donc, qui sortira à la rentrée en septembre. Alors le dernier livre avec Romuald, il s'appelle comment? Le dernier livre s'appelle Tout est relié. Alors tout est relié, c'est quoi? C'est des expériences que vous avez faites ensemble, ou vous avez un peu regroupé des expériences qui se sont passées à travers le monde? C'est plus une exploration des différentes traditions qui nous parlent de reliance, qui nous disent tout ne fait qu'un, à la base de la réalité, il y a un seul être, une seule conscience, une supraconscience, etc. On a voulu un peu creuser la notion et voir ce que disaient effectivement les traditions spirituelles, voir ce que disent les sciences de pointe, hein, aussi bien physique que neurosciences, et puis voir ce que disent aussi, et ça c'est la partie plus de Romuald, ce que disent les chamanismes en fait du monde, et on s'aperçoit qu'il y a une vraie convergence, y compris avec la philosophie contemporaine, sur la façon de décrire justement cette unité primordiale, alors que nous on a le sentiment d'être séparés les uns des autres, on a le sentiment d'être coupés du vivant, etc. Pour des bonnes raisons, hein. Malheureusement, on s'est effectivement coupé de nos racines, alors que quand on creuse toutes ces traditions-là, on s'aperçoit qu'on est complètement interrelié, on est complètement tissé, voilà, dans la trame du vivant, et que du coup ça change notre regard sur nos relations aux autres êtres humains, ça change nos relations aux vivants en général, le monde végétal, le monde animal, ça change aussi notre comportement de consommateur, hein, parce qu'on a tendance à être très prédateur, notamment en Occident. On considère la nature comme une ressource dont il faut profiter, qu'il faut exploiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et on est en train de prendre conscience de ça collectivement, que c'est un modèle qui n'est pas durable. Donc voilà, c'est intéressant de creuser les traditions pour essayer de comprendre que on redécouvre des choses qui étaient connues depuis toujours, depuis très longtemps, mais qu'il faut aussi intégrer les progrès de la connaissance, et que dans le matérialisme, tout n'est pas mauvais. Il y a eu des progrès technologiques, il y a eu des progrès scientifiques, il y a eu des progrès médicaux qui sont aussi des bienfaits, et que l'idée c'est de retrouver le sens qu'il y a dans les traditions sans rejeter aussi ce qu'on a pu acquérir à travers une approche très rationnelle et matérialiste des choses. Alors toi qui as le regard scientifique, tu parles de la relation entre les êtres humains, même peut-être les animaux aussi. Comment peut-on la prouver, cette relation? Il y a des expériences qui sont reproductibles, qui sont possibles est-ce qu'on est vraiment tous un, mais on ne pourra jamais le prouver, à moins que tu aies une réponse différente de la mienne. En fait, on a des témoignages comme ça dans toutes les traditions spirituelles et mystiques, essentiellement, hein, du monde, hein. On s'aperçoit que dans les religions d'Asie, notamment dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, il y a cette thématique de l'éveil spirituel qui consiste à prendre conscience justement que nous sommes complètement unis, unifiés, reliés avec cette réalité primordiale qui est une réalité de conscience avant tout, avant d'être une réalité matérielle. C'est un substrat de conscience qui est la base même de la réalité, et c'est ça qui fait le lien, en fait, qui fait le lien. Donc avoir des expériences scientifiques qui prouvent ça, c'est vraiment pas évident effectivement à mettre en place, mais on a en revanche des témoignages extrêmement nombreux de gens qui vivent des expériences d'éveil comme ça,
que ce soit dans des expériences de mort imminente ou bien dans des circonstances diverses et variées, de gens qui se promènent dans la nature et qui ont une expérience qu'on appelle épiphanie, extase, etc. Et les gens prennent conscience qu'effectivement, ils ne font qu'un avec tout. Donc moi, ça m'a toujours interpellé, cette façon de dire les choses, je ne faisais qu'un avec tout. Donc pourquoi est-ce que les gens disent ça? Parce qu'ils le vivent comme ça, ils le ressentent comme ça, ils l'éprouvent comme ça. Donc c'est que ça correspond à une réalité. Et effectivement, en fait, ce sont des états qu'on appelle d'expansion de conscience. Et quand on est dans ces circonstances-là, y compris d'ailleurs sous psychédélique, par exemple, eh ben, on vit cette connexion avec tout parce que finalement, on rejoint ce substrat fondamental de conscience et notre petite conscience qui est isolée dans notre corps et qui fonctionne avec un ego qui est nécessaire aussi, hein, par ailleurs, eh ben, on s'aperçoit qu'on est capable de dépasser ça, de déborder ça et puis de vivre une expérience dans laquelle voilà, on est complètement relié à tout ce qui est autour de nous, à l'environnement et puis à l'invisible aussi, aux esprits, hein, dans les chamanismes, tout a un esprit, les plantes ont un esprit, les rochers ont un esprit, les lieux ont un esprit, etc. Et c'est pas simplement une vision, c'est pas simplement intellectuel chez eux, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien. D'ailleurs, ils n'ont pas de notion de spiritualité ou d'écologie. Pour eux, c'est simplement vivre, en fait. Ça s'appelle simplement vivre. Donc, c'est intéressant pour nous, occidentaux, rationnels, de retrouver cette réalité-là et de retrouver cette connexion-là, finalement. Est-ce que l'intrication quantique pourrait être une voie pour prouver les relations, que tout le monde est relié? Est-ce que ça pourrait être un point de départ, peut-être, pour aller plus loin? Alors moi, j'essaie de ne pas faire dire trop à la physique quantique, Ouais, parce que sûr. ça concerne les particules élémentaires, Mais en on est fait de l'occurrence. particules aussi. Mais on est fait de particules aussi, donc effectivement, c'est une piste, en tout cas, par laquelle on peut faire des analogies. Effectivement, on peut considérer qu'on est relié par nos constituants matériels, on est relié par le biais d'un lien comme l'intrication, mais ça ne fait pas intervenir la notion de conscience, hein. Il faut tordre un petit peu le modèle pour faire entrer la conscience dans l'équation. Et on a des physiciens qui s'y essayent, hein, c'est vraiment intéressant. Mais l'intrication stricto sensu, pour moi, ça ne concerne que les particules subatomiques. Voilà. Et les atomes aussi, bon, mais voilà. Est-ce que tu as, toi qui as fait aussi, alors je ne sais pas, est-ce que tu as fait des expériences chamaniques un petit peu comme Romuald aussi? Tu n'as pas tenté l'ayahuasca, le tambour, la tente de sudation? Non, j'ai fait des expériences d'état modifié de conscience à partir de sons, des sons binauraux, des sons, voilà, des choses qui sont générées plutôt avec des outils modernes. Mais j'ai pas fait d'expérience sous psychédélique ou dans des contextes chamaniques, hein. Mais j'ai un vécu d'expériences de rêves lucides, d'expériences de sortie de corps un peu quand j'étais enfant, qui sont un ensemble de souvenirs qui sont remontés à la surface quand j'ai redécouvert un peu tout ce monde-là quand j'étais adulte, en fait. Ah oui, tu as redécouvert en fait, et tu t'es souvenu de ces expériences? Ouais, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont remontés à la surface. Je me suis souvenu quand j'étais enfant, j'avais fait beaucoup d'expériences comme ça, où je rêvais et je savais que je rêvais et j'ai appris à nager comme ça, en sachant que j'étais dans un rêve, mais le lendemain matin, je savais nager. Voilà, et voilà une preuve, une expérience personnelle. Et je suis pas le seul à qui c'est arrivé d'ailleurs, j'ai appris à nager dans un rêve. Je volais, je faisais beaucoup de rêves de vol. C'est des choses qui sont assez fréquentes, assez communes chez les enfants. Et on a tendance à occulter ça ensuite, parce que moi, bon, il se trouve qu'il n'y avait pas d'intérêt autour de moi dans ma famille pour ces sujets-là. Donc j'ai pas été voilà, éduqué là-dessus, on m'a pas orienté vers des lectures spirituelles ou quoi, donc j'ai redécouvert ça vraiment plus tard quand j'étais adulte. Et qu'est-ce que c'est qui t'a fait passer de l'autre côté, entre guillemets, parce que c'est pas l'autre côté, c'est le côté, on va dire, spirituel, le côté je vais au-delà de la science, je suis curieux de ce qu'il y a au-delà, de l'invisible, des cas inexpliqués. Qu'est-ce qui t'a fait passer de ce côté-là? L'élément déclencheur, vraiment, chez moi, c'était quand j'ai lu des récits d'expériences de mort imminente. J'ai découvert ça dans un livre, et puis du coup, c'était le début d'Internet aussi, donc j'ai eu accès très rapidement à beaucoup de témoignages de gens qui vivaient des expériences comme ça, des expériences de sortie de corps intenses, des voyages astraux, voilà, des expériences de mort imminente. Donc on a tendance à faire des catégories, mais tout ça, ça fait partie d'un vaste ensemble qu'on appelle les états élargis de conscience. Et donc là, mes souvenirs d'enfance sont remontés à la surface à la suite de ces lectures-là, parce que quand j'ai lu ces premiers récits, je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont vraiment vécu ça, parce qu'ils risquent de passer pour des fous en le racontant. Donc s'ils prennent ce risque, c'est qu'ils l'ont vraiment vécu. Et ils le décrivent avec leurs mots. Alors il y a des gens qui le décrivent très bien, qui en parlent très bien, et d'autres pour qui c'est plus difficile, hein, forcément, parce que c'est un vécu souvent qui est au-delà des mots, qui est au-delà même du vocabulaire qu'on peut utiliser. Mais chez moi, ça a été le début d'une grande passion, et
eu la chance comme journaliste de rencontrer à la fois des témoins et puis des experts entre guillemets, des chercheurs en tout cas, à la fois en physique, en neurosciences, sur ces sujets, et aussi des chercheurs en philosophie, en sciences humaines, hein. Donc voilà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose forcément à creuser derrière ça, et qu'il y avait plus que ce qu'on croit voir, il y avait quelque chose au-delà en fait de ce qu'on voit, et voilà, c'est ce qu'on appelle l'invisible, hein, mais c'est quelque chose qui est extrêmement réel pour moi, qui est extrêmement concret. On peut expliquer les synchronicités? Oui, bah, les synchronicités, c'est un concept qui a été forgé par Jung, qui est un grand donc, psychiatre, psychanalyste, et qu'il a élaboré en fait avec un physicien quantique, justement, avec Wolfgang Pauli. Et Pauli, c'était quelqu'un qui a eu le prix Nobel de physique en 1945 quand même, c'est pas n'importe qui. Il est auteur de concepts de physique quantique extrêmement importants. Et donc Jung, dans sa correspondance avec Pauli, qui a été un de ses patients aussi, ils ont proposé ce concept de synchronicité pour décrire les cas dans lesquels il semble s'établir un lien entre des choses qui sont dans la pensée, dans la sphère psychique, et puis des choses qui apparaissent dans la réalité matérielle. Et donc Jung a dit, cette connexion qu'il y a entre ces deux événements, c'est pas un lien de cause à effet, c'est un lien de sens. Donc c'est ça la synchronicité dans sa définition la plus basique, c'est quelque chose qui fait sens dans une chose qui apparaît dans notre entourage. Ça peut être un camion qui passe avec un slogan et qui répond complètement à une question que j'étais en train de me poser, et c'est des choses qui en plus reviennent de manière répétée par série, et dans ces cas-là, souvent c'est porteur d'un message pour nous, ça nous indique quelque chose, une orientation à prendre, des décisions aussi à faire en fonction de nos projets de vie. Est-ce que je dois changer de métier, est-ce que je dois changer de partenaire de vie, est-ce que je dois changer de lieu de vie, etc. Et en général, c'est transformateur pour les gens qui vivent ça, parce que c'est très profond. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que toi, tu demandes à l'univers qui t'apporte un signe, une synchronicité? On voit le scientifique, le journaliste, mais est-ce que voilà, le Jocelyn Morisson de tous les jours, il attend des signes de l'univers? Ça peut m'arriver dans certaines circonstances, si j'ai un doute sur un projet, par exemple, ouais, je peux demander une confirmation sous cette forme-là. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement intégré, ça fait partie de mon quotidien. Je vois souvent des signes, effectivement, qui me parlent, mais sans nécessairement les rechercher non plus, parce qu'aujourd'hui, je suis aussi apaisé dans ma démarche, si tu veux. C'est aussi la maturité, c'est aussi l'âge qui fait ça, quoi. Je ne suis pas en permanence en train de poser des questions à l'univers pour qu'il me réponde. Je ne suis pas anxieux par rapport à ça. J'essaie de vivre ça de la manière la plus simple, la plus apaisée possible. Et c'est toujours de toute façon une source d'émerveillement, parce qu'il y a cette magie qui est là autour de nous en permanence. Ce qui t'a apaisé, c'est d'être en rendez-vous assez régulièrement avec la magie, à rechercher toujours un petit peu ce qu'il y a derrière le voile, le paranormal, de demander des explications, essayer d'en trouver. Ben, ce qui m'a apaisé, c'est de me rendre compte que cette réalité, justement, elle ne fait qu'un. L'invisible et le visible ne sont pas séparés. La conscience et la matière sont la même chose sous deux aspects différents. Tout ça, c'est la même chose. Il y a cette seule réalité à la base de tout ça. Et moi, j'essaie de vivre en harmonie avec la nature telle que je la vois, tout en sachant que derrière, effectivement, il y a une intelligence, il y a des esprits de la nature. Moi, j'adhère à cette vision animiste des choses, hein, qu'on a chez les chamans. Et effectivement, je ne suis pas à parler aux arbres ou à essayer de faire en sorte que les arbres me parlent, mais je conçois tout à fait que ce soit possible, en fait. Tu vois, je conçois qu'on puisse aller jusque-là. Et c'est pas quelque chose qui me choque, en tout cas. Donc j'essaye, oui, d'aller vers ce chemin où je suis de plus en plus en harmonie, en fait, avec ce qui m'entoure en toutes circonstances. C'est pas quelque chose que je fais à un moment donné et puis après je reviens dans ma vie matérielle. Non, c'est tout le temps, quoi. La spiritualité, c'est pas à un moment donné je médite et ensuite voilà, je redeviens matérialiste. C'est à chaque instant, en fait. Et avec toutes ces années de recherche, de rencontres, est-ce que tu t'es fait ta propre cartographie de la réalité qui nous entourait? Ben, disons que j'essaye d'avoir une vision un peu cohérente des choses, mais j'accepte aussi que c'est finalement un grand mystère. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est plus grand que nous. Mais ce plus grand que nous, c'est aussi ce qui nous traverse, c'est aussi ce qui nous constitue. Nous sommes cela. Dans l'hindouisme, on dit tu es cela. C'est-à-dire qu'il y a un absolu, il y a quelque chose qui est plus grand que toi, qui n'est pas visible, qui est une intention créatrice, on va dire, mais c'est aussi ce que je suis, c'est aussi ma nature profonde. En tant qu'être individué, en tant qu'être incarné, c'est aussi ce que je suis. Donc j'essaie de me laisser traverser par ça, et je constate que plus je me laisse traverser par cette force, cette énergie, on peut l'appeler comme on veut, cet esprit, plus je suis apaisé, plus je suis en harmonie avec les circonstances que la vie m'apporte. Alors on va finir par un magazine que j'adore, c'est le magazine Native, avec Jean-Pierre Chometon.
et toi, évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que à chaque fois, j'en parle dans mes émissions, mais si je peux avoir Jocelyn qui me parle de son magazine, ça serait Ouais, encore mieux. on est une petite équipe de passionnés en fait autour de Toulouse et on a créé la revue il y a 5 ans maintenant, hein, ça passe vite, on a fait 18 numéros et c'est un trimestriel en fait, on n'était pas distribué en kiosque jusqu'à présent parce que c'est une autre économie, c'est compliqué, mais on est en librairie depuis 2 numéros, donc le magazine se trouve en librairie chez les libraires qui le commandent. Et c'est une revue dans laquelle on donne la parole à des journalistes qui vont à la rencontre de représentants autochtones, on donne la parole à des anthropologues, à des universitaires, des ethnologues, mais aussi à des gens tout venant qui simplement ont fait un beau voyage et savent le raconter, ont envie en tout cas de partager cette rencontre avec l'autre, avec l'altérité, parce que les peuples autochtones c'est quand même une altérité fondamentale, hein, mais ça représente presque un demi-milliard de personnes sur Terre aujourd'hui qui sont autochtones, qui se revendiquent d'une filiation autochtone, avec une grande diversité aussi, c'est-à-dire des gens qui font partie de peuples qu'on dit non contactés, carrément, qui vivent à l'écart complètement du monde moderne, et puis des gens qui sont comme toi et moi, avec les mêmes outils que toi et moi pour communiquer, si tu veux, mais qui revendiquent cette filiation et qui revendiquent cette appartenance à leur culture. Et ça, c'est d'une richesse infinie, du coup, parce que ces gens-là ont quand même ce point commun, justement, d'avoir cette vision spirituelle, animiste et écologique des choses, même si, encore une fois, la notion d'écologie n'a pas de sens pour eux, c'est simplement la façon dont ils le vivent. Ils sont en harmonie permanente avec la nature, avec l'esprit des plantes, des animaux, etc. Et c'est une relation qui se joue dans le visible et dans l'invisible en même temps. Quand tu as créé enfin, alors, je sais pas, tu es créateur du On est du cofondateur, magazine? je suis cofondateur. Ouais. Est-ce que tu rencontres évidemment beaucoup de chamans, beaucoup de personnes qui vivent justement vers ce côté animiste. Ouais. Toi qui vis en ville, voilà, je ne sais pas si je dis la ville, moi, tu me diras si tu veux, c'est une grande ville. Est-ce que c'est pas compliqué de parler de ces personnes-là? Est-ce que tu les envies pas, toutes ces personnes qui ont des expériences vraiment au contact très très fort avec la nature? Bah, moi j'ai la chance de ne pas vivre en ville, je vis en périphérie d'une grande ville, mais dans un lieu où il y a plutôt pas mal de nature, j'ai des arbres, j'ai des grands arbres, etc. J'ai des animaux sauvages, j'ai des hérissons, des écureuils, mais quand même. Et du coup, je me sens pas coupé de ça, au contraire, je redécouvre la façon de me sentir plus proche de ça et aussi d'en retirer toute une forme d'énergie. Mais je sais que ces modes de vie-là, pour nos regards d'occidentaux modernes, ça reste complètement archaïque ou complètement je sais pas, décalé, quoi. Et ça, c'est dommage, parce que si on les écoute, ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils ont une vision du monde beaucoup plus riche que ce qu'on peut croire, déjà, parce que beaucoup n'ont pas de culture écrite, mais ils ont une culture orale extrêmement riche, ils ont des mythes fondateurs qui sont extrêmement riches, et quand on les creuse, on s'aperçoit que ça rejoint, encore une fois, les développements modernes de la science et de la philosophie. Donc il y a cette convergence que moi, que je m'applique à souligner, tu vois, et c'est mon cheval de bataille, on va dire. Mais tu changeras pas ta philosophie et ton mode de vie? Bah, j'essaye quand même de changer mon mode de vie, et ma façon d'être un consommateur, ma façon d'être un citoyen aussi, de manger de moins en moins de viande, par exemple, ce genre de choses, tu vois, et d'être plus, oui, à l'écoute, en tout cas, de ce que je peux faire avec mon corps. Et puis, voilà, je pratique les arts martiaux aussi pour être aussi dans cette démarche d'harmonie avec l'énergie qui nous entoure. Donc tout ça, ça forme un tout, et c'est un chemin qu'on parcourt à chaque instant. On n'est jamais arrivé, hein. Rappelle-nous les deux derniers livres, le prochain qui va sortir et celui qui est sorti dernièrement. Donc le dernier que j'ai publié, c'est Comment l'esprit agit sur la matière, avec Antoine Sénang, donc, qui est un neurologue. On a creusé justement des expériences dans la psychokinèse, depuis les tables tournantes jusqu'aux tordeurs de métal, etc. Et puis on est allé sur le terrain de la guérison, parce qu'Antoine est donc neurologue et passionné par les guérisons inexpliquées, spontanées, miraculeuses, etc. Donc on a fait un livre qui fait le lien entre tous ces domaines-là. Et notre prochain livre avec Romuald, donc ça sera notre 4e, on est très content, et il va paraître début septembre, et ça va s'appeler Le secret de la vie. Donc c'est tout un programme très ambitieux. En plusieurs tomes? Ouais, ça pourrait, mais là pour l'instant il n'y aura qu'un tome. Ça sera déjà notre 4e bouquin ensemble, donc ça va suffire pour l'instant. Jocelyn Morisson, merci. Merci à toi, Philippe.